on va commencer tout de suite. Allez. Première question, du coup, Cœur de Cible ont une grande variété musicale, du groove, des accents de thrash, en passant par du punk et du rock'n'roll. Comment se déroule le processus créatif pour un album aussi électrique? Pour une fois, on s'est un peu parlé avec les copains avant tu vois, d'amener un peu chacun ce qu'on avait dans notre musette. On s'est mis d'accord sur le besoin de faire un disque un peu consistant dans le fait d'essayer de se renouveler, d'autre part d'aller plus loin dans les compos, pas pour que ça sente le travail, mais pour que ça nous ressemble plus certainement. Et puis parce qu'on se dit on aura moins de chances de faire autant d'albums qu'on en a déjà fait, donc qu'il faut un peu s'appliquer au fil du temps. Et on n'a pas envie de tomber dans la caricature du groupe qui essaye de faire un petit peu ce que les gens aimaient chez lui, tu vois, et le resservir à une sauce différente un peu à chaque fois. On a voulu vraiment faire un nouveau disque, quoi, tu vois. Enfin, même si ce que je viens de dire avant, ça n'a jamais été dans notre processus de création. Mais après, c'est des copains qui envoient des bouts de basse ou des bouts de guitare par mail. D'abord, ça commence comme ça, quoi. Voilà, alors pour t'imaginer, il n'y a pas de clic, il n'y a pas de pattern de batterie. C'est jouer sur un clic, mais tu as une guitare ou une basse qui part sur un riff ou des fois une compo entière. Le mec a tout le reste dans sa tête, mais il nous donne que cette partie-là. Et après, on essaie déjà, on écoute et puis on essaie de voir ce que ça nous inspire pour quand on va se retrouver en répète. Et puis après, on essaie de faire le truc ensemble quand ça motive tout le monde, tu vois. Voilà. Très bien. Et moi, j'écris les paroles généralement quand la musique. Moi, je participe à la compo de la musique, mais c'est vraiment l'énergie qu'il y a à ce moment-là, ce que la musique m'inspire, qui va m'emmener déjà sur une piste vocale et puis sur des idées de texte, quoi. Très bien. Vous avez mentionné aussi dans ce que vous nous avez fait parvenir que l'Espafer a été composé de manière spontanée en studio. Est-ce que c'est une approche de dernière minute qui est fréquente pour vous ou c'est une exception sur l'album? Ah, c'est même une exception. Je crois que c'est même la première fois que ça arrive. J'ai posé la bouffe chez moi et je me mets le premier album des Beastie Boys, qui reste pour moi un album incontournable de ma vie. Et à chaque fois que je l'écoute, c'est vrai, t'as des albums. Enfin, on a tous nos trucs comme ça qui nous ramènent instantanément dans un état d'émotion. Enfin, qu'on a eu le premier jour, on a écouté ce disque-là, quoi. Se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe là? What the fuck? Et, euh, et je me suis dit, mais quel groupe c'était les Beastie Boys et tu vois, tout ce qu'ils ont fait pour l'histoire du rock, j'ai envie de dire, et l'humilité de ces mecs-là. Tu vois, c'est quand même des gens qui ont produit plusieurs disques de Bad Brains à l'époque où les gars faisaient même plus de musique parce que pour eux, c'était un des plus grands groupes, un des groupes les plus importants de leur vie. Et voilà, c'est des mecs qui ont été très investis, assez proches du public dans la façon de partager leur image, leur son. Ils avaient des décennies d'avance. Et voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire un morceau comme ça? Et après bouffer, j'ai dû me mettre sur Reason à essayer de composer une boucle avec un synthé basse, tu vois. Et puis, euh, et puis j'ai écrit un texte dans la foulée, quasiment en entier, et j'ai présenté ça aux copains. Le lendemain, on répète, dire, tenez, j'ai fait ça, voilà, ça vous branche? Et tout, c'était chaud, mais comme c'était la dernière semaine de répète avant de rentrer en studio, on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Et comme mes copains jouent bien de la musique, on galère pas en studio. Donc on a eu suffisamment de marge pour consacrer une après-midi entière à la compo du morceau, à enregistrer au fur et à mesure ce que tu composes tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est un processus assez cool. Si on avait les moyens de le faire, passer quand même, tu vois, un mois ou deux en studio juste à composer, avoir tout de suite une oreille très précise sur ce que tu fais, c'est quand même une expérience pas mal. Et le lendemain, on a enregistré la compo telle quelle, voilà. Quasiment tout en live. Voilà. En live, je pense, quasiment, ouais. Mis à part des petits rouleaux de guitare pour des sons, des ambiances différentes, etc. Cool. Dans le temps, vous parlez de l'effet suspendu du temps lors de vos concerts. Comment parvenez-vous à maintenir cette énergie et cette connexion après 35 ans de carrière? Je sais pas, parce que au fond, on est quatre mecs vachement différents, mais on a plein de traits de sensibilité commune, y compris celle de s'être fait mordre à la nuque par le rock and roll quand on était gosse et qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça soit ce démon-là qui prenne le dessus, quoi. Un peu d'électricité, une pédale disto et hop, c'est reparti pour le pogo, hein. Je sais pas, quoi. Je pense que t'as le choix. Soit tu meurs à 27 ans, et comme c'est pas mon cas, je préfère la deuxième solution en mode c'est pour toujours. Voilà.
je ne saurais pas expliquer. C'est l'envie, tu vois, le désir, tu vois, je sais pas, c'est comme dans un couple, ça s'entretient, mais entre le rapport qu'on a à la vie, le désir qu'on a vis-à-vis de ça, je pense qu'il faut l'entretenir aussi. Et notre côté gamin qui faisons du rock, qui arrive très très bien. Voilà. Très bien. À propos des thématiques dans les chansons, sur les textes Apocalypse et Constat 2024 dépeignent comme une vision assez sombre et désabusée du monde. Comment parvenez-vous à garder un équilibre entre dénoncer ces problèmes et continuer à nourrir l'espoir? Bah, je crois qu'il est là mon équilibre en fait, tu vois, c'est que j'ai besoin de garder les yeux ouverts pour, euh, pour stimuler mon courage, quoi. Enfin, le courage déjà d'affronter et le courage de voilà de pas sombrer au désespoir, à la violence, à l'agressivité dans certains cas, voilà. Et parce que j'essaye toujours de voir le verre à moitié plein, même si peut-être qu'il est un tiers plein, bah c'est pas grave, tu vois. Enfin, si, c'est grave. Et voilà, mais je me dis, je peux pas. Enfin, j'ai un côté un peu jusqu'au boutiste dans ma vie. Et si vraiment je croyais plus en rien, je ferais pas de musique, j'aurais rien à partager, quoi. Si j'avais que mon désespoir à partager, je pense que non, je suis pas de ces gens-là, quoi. Je fais pas ça. J'ai pas envie. Voilà. J'aurais plus envie de partager, de faire de la musique, même, je crois. Ouais, je comprends. Dans Maladie mortelle, vous abordez la question du patriarcat, de la violence masculine. Comment voyez-vous l'évolution des luttes féministes aujourd'hui et pourquoi cette thématique est-elle centrale pour vous sur cet album? Bah, elle est centrale tout court, en fait, hein, cette thématique. C'est un truc qui nous a toujours assez préoccupés avec l'OFO. Voilà, on a fait il y a longtemps une chanson qui s'appelait Macho Blues. J'avais fait une autre sur Vanité. Il y a une chanson qui s'appelle Le Mal aussi. Donc, c'était d'autres façons de traiter ce truc-là. Et là, sur la violence, enfin, le maladie mortelle, je parle de la violence des hommes, ouais, comme étant une maladie mortelle. Et parce que c'est le côté systémique et un petit peu c'est le côté identitaire de l'homme. Faut être viril, faut être fort, faut dominer, faut posséder, tu vois. On nous met à nous petits garçons, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, ces idées de merde dans la tête, quoi. Et des fois, quand ça vient se catapulter avec des choses qu'on nous a pas appris sur le consentement, sur la considération des autres, etc. Bah, ça peut donner des choses qui dérapent et des choses désastreuses aussi, quoi et qu'il est temps de se. Moi, c'est le combat féministe, c'est une des énergies qui m'inspire le plus aujourd'hui, et pas que dans l'art, et parce que justement, ça passe par plein de formes. Et moi, je suis un gars qui croit aussi encore à la convergence des luttes, parce que c'est la même chose qui fait que je pense on se sert des femmes quand on a envie, comme si c'était des objets ou des morceaux de viande, et de qu'il y ait de plus en plus de gens qui meurent au travail, par exemple en France. Pour moi, c'est un peu la même violence, quoi. C'est le manque de considération de l'autre, de penser que par le pouvoir, on peut s'autoriser à disposer du corps, de la santé, de la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout ça qui m'horripile. Et puis, je suis allé voir Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, et j'ai trouvé que, bah, après toute humilité gardée, bah, j'ai trouvé qu'on parlait de la même chose un petit peu, voilà, à travers, voilà. Parce que ce film raconte un petit peu ça d'une manière beaucoup plus poétique et évidemment cinématographique et plus longue, etc. Mais c'est un petit peu ça, qui est mis en avant d'une manière tellement magique et magnifique que, enfin voilà, c'est un sujet, je pense que on n'aura pas fini de traiter et que c'est essentiel. Enfin, il n'y aura pas une société plus paisible pour qui que ce soit tant que la cause féministe n'aura pas été considérée véritablement et qu'on mettra en place au niveau pardon, ça va, me revoilà, Bon. qu'on mettra en place au niveau de l'éducation, au niveau de la prévention, au niveau de l'accueil des victimes, tout ce qu'il faut pour passer à autre chose, on n'aura pas une société plus paisible, c'est évident, quoi. Donc voilà. Ok. Dans ADN, c'est la critique de la polarisation des opinions à cause des réseaux sociaux, des algorithmes. Pensez-vous que la musique peut encore être un outil efficace pour ouvrir les esprits dans ce contexte? Ouais, bah écoute, un petit peu de temps en temps.
Voilà. Et si c'est que ça suffit. Enfin, je me permets de dire ça parce que au fil du temps, j'ai recueilli des témoignages de gens qui m'ont dit que telle chanson leur a permis de, tu vois, de considérer un sujet autrement, d'avancer dans leur vie, de se faire confiance, des choses que, ne serait-ce que des choses comme ça, c'est tellement, voilà. Donc, si j'étais, il y a 10 ans, j'aurais fait, oh non, bah non, mais moi, je me rends compte que finalement, on sert peut-être pas à rien. Donc, ça, c'est cool. À propos de l'évolution du groupe et de son indépendance, vous semblez cultiver une certaine indépendance artistique depuis toujours, comme dans la distance, où vous parlez du refus de faire des concessions. Avec le recul, comment voyez-vous cette approche par rapport aux opportunités que vous avez pu laisser de côté? En même temps, on n'en a pas eu tant que ça, mais parce que les gens, tu sais, on a signé sur une major au début, au moment où en fait il y avait eu le rap qui venait des US, qui cartonnait en France. Excuse-moi. Et qu'il y a quelques comment, il y a quelques majors en France qui pensaient qu'ils allaient pouvoir se faire du pognon pareil, de la même manière qu'arrivait Rage Against the Machine là-bas, etc. Nous, ça faisait quelques années qu'on faisait un peu du son, ce qu'on appelait fusion à l'époque, le fait de catapulter un peu les énergies hardcore punk avec un truc un peu plus hip-hop, etc. Et plus groove. Donc, ils sont, voilà, c'est pour ça qu'on a été signé. À l'époque, tous les majors voulaient leur groupe comme ça, quoi. Donc, on a été 3-4 en tête de gondole. Et puis voilà, après c'est vite passé parce qu'ils se sont vite rendus compte que quand est arrivé le néo-métal, bah, on s'est pas mis à faire du néo-métal pour autant et qu'on n'était pas des girouettes. Et par contre, qu'on avait envie d'évoluer, mais qu'on avait envie d'évoluer, voilà, notre manière d'affirmer notre identité plus que de suivre les courants. Donc voilà, c'est surtout ça les opportunités qu'on a pu rater. Et puis, mais je regrette pas, quoi, tu vois. J'ai un directeur artistique un jour qui m'a dit, au début, hein, qui m'a dit, mais tu veux pas faire un duo avec Bertrand Cantat? Eh ben, si tu veux savoir, je ne regrette pas. Voilà. Non, quand on sait ce qu'il a fait, effectivement. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Enfin, non, mais ces gens-là ont rarement, où tu vois, ils disent, tu veux quel producteur pour ton album? Et tu leur sors un mec, mais qu'ils connaissent pas du tout. Et ils sont là, ah ouais, on avait dit Joe Barresi, qui est un mec qui avait fait des albums avec les Melvins, notamment, tu vois. Mon directeur artistique fait, ah ouais, Joe Barresi, ça sonne bien, ça, comme nom. Donc, voilà. Donc faire des concessions pour ces gens-là, on n'y a pas perdu grand-chose. Et puis voilà, ouais, parce que surtout, mais c'est aussi, c'est à la fois personnel et pour l'OFO, mis à part qu'à un moment on a eu Sriracha, on a eu notre collectif, etc. Mais en fait, on a toujours eu une démarche plutôt indépendante. Et personnellement, je me suis jamais senti d'aucun, comme je dis dans la chanson, d'aucun parti, d'aucune secte, d'aucun clan, d'aucun club. Non, je sais pas être un individu. Et pourtant, je me sens pas unique, hein. Mais voilà, j'ai jamais ressenti ce besoin et je me sens bien comme ça, quoi. Voilà. Ok. Après toutes ces années, comment avez-vous vu évoluer la scène métal hardcore en France et où vous situez-vous dans ce paysage aujourd'hui? Bah, nous, on est des darons un peu. On se rend compte qu'on fait un peu office de porte d'entrée pour beaucoup de gens, tu vois, qui viennent nous voir, des jeunes maintenant, qui viennent voir l'OFO, qui nous découvrent maintenant de par leurs grands frères, leurs cousins, leurs parents. Et ça fait super plaisir. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu tu vois, un peu un truc. Tiens, bah, si tu veux écouter de la musique énervée, écoute l'OFO. Il y a un ou tiens, tu veux écouter des trucs, un mec qui raconte des choses, écoute l'OFO. Enfin, je sais que c'est souvent ça. Et, euh, et voilà, donc voilà, on est des darons, on doit faire partie du décor un peu maintenant, quoi. Et puis sinon, moi je trouve qu'elle est très vivace. Ouais, la scène française, elle est hyper bien. Pendant longtemps, tu sais, ça n'a pas un public, un pays historiquement rock. Quand dans les années 50, 60, passaient tous les artistes de soul, de rhythm and blues, de blues en Angleterre, en Europe, en Allemagne, ils venaient pas en France, ces gens-là, quoi. C'était super rare. Donc on n'a pas cette culture-là. Et il a fallu attendre les années 2000 quasiment pour que la culture rock and roll soit franchement digérée. Et voilà, quand j'entends des groupes comme Stinky, des groupes comme Birds in Row, des groupes comme, je sais pas, ou dans d'autres styles, Madame, ou les copains de 111, voilà, il y a plein de choses différentes. Après, là, on est moins dans du métal, tu me diras, mais voilà. Après, il y a des gros trucs, là, moi, c'est un peu moins ma cam, tous les descendants du néo-métal qui s'appelle metalcore, là, maintenant, c'est un peu moins mon. Ouais, ça me. Ouais. Ouais. Un peu trop de scream. Ah, non, c'est pas le scream, c'est les effets spéciaux, quoi, tu vois.
Je comprends. Votre musique a toujours été engagée socialement. Est-ce que cette posture, c'est quelque chose d'essentiel dans votre démarche artistique? Ou est-ce que vous pourriez envisager un album plus introspectif, moins axé sur la critique sociale? Bah déjà l'album, moi j'écris comme je te disais tout à l'heure d'après les musiques. Donc mes copains font des musiques fâchées. Donc moi je réfléchis à ce qui me met en colère et c'est ça qui c'est ça qui sort dans les textes. Hein. Je pense que c'est principalement lié à ça quoi. Si j'étais plus fâché sur je sais pas après ma meuf, peut-être je ferais des chansons sur l'amour est impossible, j'en sais rien. Mais après bah tu vois quand on a fait l'album acoustique quelque part, je suis parti sur des choses un peu plus, même s'il y avait quelques critiques sociales, elles étaient vues sous un autre angle. C'était un peu moins le sujet, on va dire, quoi. C'est de la faute aux autres, monsieur, c'est pas moi. Je comprends. À propos du message et de l'impact de l'album, vous avez souvent dit que la musique devait donner de la force à ceux qui vous écoutent. Quel message espérez-vous que les auditeurs retiennent après avoir écouté Cœur de Cible? Laisse pas tomber, laisse pas tomber, laisse pas faire, continue, keep on trying. Quand je bossais avec ma gosse avait un t-shirt avec écrit Keep on trying l'autre jour, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit. Mais c'est un peu ça. Essaye encore. Enfin voilà quoi. Enfin, ouais, Et après, bon, moi, qui je suis pour dire ça, tu me diras, c'est un peu des injonctions comme ça. Mais voilà, je pense que voilà, tant qu'on peut, faut pas se laisser faire, faut pas abandonner, il faut suivre son cœur, quoi. Très bien. C'est un peu babos, hein, quand même, tout ça. Dans Ouvrez les esprits, c'est un appel à l'acceptation de la différence. Est-ce que vous pensez que le métal, avec son côté parfois marginal, joue un rôle dans la défense des minorités et des luttes pour l'égalité? Pas du tout, pas du tout. Tu sais, je le dis des fois, le métal avec la country, c'est deux musiques où faut mieux être nazi que gay, quoi, quand même, pour être bien vu. Donc non, il n'y a pas grand-chose de fait de ce côté-là, hein. Y compris, enfin, voilà, quand il y a pas beaucoup d'artistes qui font des coming out, etc. Et voilà. Et non, oh merde, désolé, j'ai presque plus de batterie, c'est pour ça. Je vais me brancher quand même. Non, je pense pas que pour l'instant, il y a encore du boulot là-dessus. Voilà. Il y a encore beaucoup de boulot à mon goût pour que pour qu'on devienne, enfin que la musique métal aille vers comment, enfin aille vers le fait d'accepter plus de choses. Nous, on le répète à nos concerts, quoi. Qui que vous soyez dans un concert de l'Ofofora, vous êtes le bienvenu, quoi. Nous, on n'a pas de, déjà, on peut pas se permettre de refuser des clients. Non, je rigole. On va quand même pas faire. C'est vrai que c'est un peu trop là. Non, mais voilà, mais en même temps, voilà. Enfin, ce qui m'a attiré dans la musique qui bouge, tu vois, j'avais 15 ans au début des années 80 et le punk rock est arrivé et c'était évident quand on écoutait cette musique-là, c'est qu'on avait envie de faire bouger les choses vers plus d'inclusion, vers moins de racisme, moins de sexisme, plus d'acceptation. Ce que tu fais de ta sexualité, etc. En vrai, c'est ton fucking problème, quoi. On sait pas si Rotaillot, il a pas des gars de ceinture plein sa commode. Et on s'en fout, en fait, tu vois. Ouais. Vous évoquez dans la machette l'envie de trancher les privilèges, justement à la machette. Pensez-vous que la colère est toujours une émotion essentielle à mobiliser pour changer les choses? Pas de ce côté-là, mais bon, il y a quand même il y a les gens qui seront essayé de prendre ce texte-là au premier degré, tant pis pour eux, j'ai envie de dire, mais c'est quand même justement, c'est ça que ça évoque, c'est ce mal à devoir contenir sa colère face à autant de mépris de classe, par exemple, tu vois. C'est un peu ça qui m'a inspiré ce texte. Donc, j'ai pas dit que je vais faire, mais c'est ce que ça m'inspire, quoi, tu vois. Comme j'avais écrit une chanson qui s'appelle Envie de tuer sur le deuxième album de Lofo. Le sujet, on va dire, est un petit peu le même, mais traité différemment, avec plus une satire, comment je veux dire, un portrait de la scène politique, un petit peu, voilà, dans tout ce qu'elle a de plus. Bon, enfin, bon, ouais, je vais pas vous faire un dessin, tout le monde sait ce qui se passe. On a bien vu la gueule du gouvernement après les élections. Allô, j'ai dû zapper, j'ai changé de chaîne, j'ai pas fait gaffe. Quelqu'un a volé des piles de ma télécommande. C'est un peu ça. Pour conclure, après 35 ans de carrière, comment voyez-vous l'avenir de l'Ofofora et est-ce que vous pensez déjà au prochain album ou à des nouveaux projets? Ben non, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans le côté mec différent qui avons su rester très adolescents, il y a un truc qui nous relie les quatre, c'est que
on est imbranlé de se projeter dans l'avenir avec ces mecs-là. Donc moi, ce que je vais faire dans 3 mois, je ne sais pas. Enfin si, parce que j'ai eu la liste de tous les concerts qu'on va faire. Et là, franchement, je pense que c'est ça. Ce qu'on a en tête, c'est voilà, cette sacrée tournée qu'on va pouvoir faire. Parce que on a eu le dernier vrai album qu'on a sorti. Il est sorti juste avant le Covid. On a 60 et quelques dates qui nous sont passées sous le nez. Quand on est reparti en date, c'était encore compliqué de remonter les trucs. Tout le monde, tu vois, était encore boiteux. Et puis là, on a une vraie fucking tournée. Donc, à moins que ce soit la guerre mondiale, je pense que ça devrait bien se passer, au moins pour la tournée, quoi. Voilà. Très bien. Et si vous deviez résumer l'essence de Cœur de Cible en quelques mots, vous diriez quoi? L'essence de Cœur de Cible, je sais, comme je t'ai dit au départ, on voulait faire un disque qui fasse bouger les gens, de la musique sur laquelle ils puissent bouger leur corps et pas trop envie de les assassiner avec des images hyper dark, même si le premier morceau il part que là-dessus, mais des fois voilà, c'est la dérision et puis aller loin dans justement dans cet aspect-là des choses qui peut faire réfléchir, réagir. Notre provocation, elle va vers on veut qu'elle aille vers vers la réflexion, quoi, que plus que vers une réaction épidermique de pour ou contre, tu vois. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est voilà, je pense que c'est un album, c'est l'album de la maturité punk. Très bien. Voilà. Ben, merci à toi Renaud pour cette Merci interview. beaucoup. La misère, la crise et la dette, ça fait monter les enchères.